Voici Stéphanie. À Noël, mon beau-père a exhibé la maîtresse de mon mari comme si elle était un trophée, en disant « Elle aura bientôt votre poste », se vantant. J'ai souri, calme et imperturbable. Ont-ils oublié de mentionner que l'entreprise est à moi? Et le contrat de mariage? Elle a failli laisser tomber son verre. Je suis Laura, j'ai 32 ans. Le message texte est apparu sur l'écran du téléphone de mon mari pendant qu'il se douchait. Et à cet instant, ma vie parfaite s'est brisée en 1000 morceaux. Hâte de te voir ce soir, bébé. Même hôtel que d'habitude. J'ai fixé ces mots. Ma tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. 5 ans de mariage. Et voilà où nous en étions arrivés. David chantant faux dans notre salle de bain en marbre pendant que sa maîtresse envoyait des mots doux à notre table de petit déjeuner. Mais voilà ce qu'il y a avec la trahison. Elle ne se contente pas de vous briser le cœur, elle clarifie votre vision. Alors que j'entendais la douche s'arrêter, j'ai calmement replacé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai souri quand David est entré dans notre cuisine, les cheveux encore humides, la cravate parfaitement nouée. « Bonjour, ma belle », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, comme s'il ne prévoyait pas de rencontrer une autre femme dans quelques heures. « Bonjour », ai-je répondu, en le regardant prendre son téléphone. Le message avait disparu, effacé, je suppose. Quelle délicatesse de sa part. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner. Si vous vous êtes déjà senti complètement pris au dépourvu par quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener à la façon dont nous en sommes arrivés là. David Parker semblait être tout ce que j'avais toujours voulu lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans. Réussi, charmant, avec ses yeux verts qui rendaient mes amies ouvertement jalouses. Il travaillait dans le développement commercial chez Crawford & Associates, la même entreprise où je venais d'être promue vice-présidente principale des opérations. Notre romance a été un tourbillon de dîners coûteux, d'escapades de fin de semaine et de promesses d'un avenir qui semblait doré. Quand il m'a demandé en mariage au coucher du soleil à Martha's Vineyard, j'ai dit oui sans hésitation. Le mariage était tout ce dont j'avais rêvé. Élégant, cher, et en présence de tous ceux qui comptaient dans les cercles d'affaires de Boston. Ce que je n'ai pas dit à David, ce que je n'avais jamais dit à personne, c'est que Crawford & Associates n'était pas seulement mon employeur. C'était mon héritage, laissé par mon grand-père, Edmund Crawford, à mes 25 ans. Le conseil d'administration de l'entreprise, les vieux amis de mon grand-père, avaient accepté de garder ma propriété secrète pendant que j'apprenais le métier de A à Z. Mieux vaut gagner le respect par le mérite que par l'héritage. Mon grand-père avait écrit dans sa lettre, « Quand tu seras prête à diriger, tu le sauras ». David savait que je venais d'une famille aisée. C'était évident avec mon fonds en fiducie et la maison de ville de Bécon Hill dont j'avais hérité. Mais il supposait que j'étais juste une autre cadre privilégié gravissant les échelons de l'entreprise. Il était plus facile de le laisser croire cela que d'expliquer la vérité complexe. Maintenant, debout dans notre cuisine avec son infidélité éclatant de 1000 feux sur l'écran de mon téléphone, j'ai réalisé que la sagesse de mon grand-père allait plus loin que je ne l'avais compris. J'avais en effet gagné mon poste par le mérite, et j'étais définitivement prête à diriger. Les semaines suivantes furent une leçon magistrale de comédie. Je souriais lors des dîners, riais aux blagues de David et jouais l'épouse dévouée tout en cataloguant intérieurement chaque mensonge, chaque soirée tardive au bureau, chaque voyage d'affaires soudain qui coïncidait parfaitement avec ces mystérieux messages textes. David est devenu négligent dans sa confiance. Il laissait son ordinateur portable ouvert pendant les appels téléphoniques, supposant que j'étais trop occupé par mon propre travail pour le remarquer. Il organisait des dîners avec des clients qui duraient jusqu'à minuit, rentrant à la maison avec des traces de rouge à lèvres qu'il avait manqué sur son col. Le nom de Stéphanie apparaissait fréquemment dans ses conversations. Stéphanie de la comptabilité, prétendait-il quand je demandais nonchalamment. Je l'aide juste avec quelques présentations de projets, disait-il sans me regarder dans les yeux. J'ai fait mes recherches. Stéphanie Walsh, 26 ans, comptable junior dans notre bureau de Boston. Blonde, ambitieuse, et apparemment très intéressée à aider les cadres mariés avec leurs présentations. Les reçus d'hôtel que j'ai trouvés dans la veste de David racontaient une autre histoire sur leur collaboration.
Mais j'avais de plus gros problèmes que la crise de la quarantaine de mon mari déguisé en liaison. Crawford & Associates était en train de négocier le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, un accord de 5 ans avec Morrison Industries d'une valeur de 37 millions d'euros. En tant que vice-présidente principale des opérations, je dirigeais l'équipe de négociation. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant que David s'affairait à détruire notre mariage, j'étais sur le point d'assurer l'avenir de l'entreprise. L'avenir de mon entreprise, bien qu'il ne le sût pas encore. L'accord Morrison nécessitait des mois de préparation minutieuse. Leur PDG, Patricia Morrison, était réputée pour son souci du détail et sa tolérance zéro pour l'incompétence. Une erreur, une clause négligée, et elle partirait sans se retourner. Je passais des journées de 18 heures à examiner les contrats, à me coordonner avec les équipes juridiques et à gérer chaque détail microscopique. David se plaignait de mon emploi du temps, ce qui était un comble considérant qu'il passait la plupart de ses soirées dans des chambres d'hôtel avec son assistante comptable. « Tu es obsédé par cet accord », a-t-il dit un soir alors que je travaillais tard dans notre bureau à domicile. « Qu'y a-t-il de si important dans ce contrat en particulier ? » Si seulement il savait. L'accord Morrison n'était pas seulement important. C'était tout. Il établirait Crawford & Associates comme un acteur majeur dans le secteur du conseil en technologie. Il nous préparerait pour une décennie de croissance et de succès, et il me donnerait la couverture parfaite pour ce que je prévoyais de lui faire. Je veux juste m'assurer que tout est parfait, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Cela pourrait tout changer pour notre avenir. Ce n'était pas un mensonge. Cela allait tout changer, mais pas de la manière dont David s'y attendait. Octobre a laissé place à novembre, et la liaison de David est devenue de plus en plus audacieuse. Il a cessé de trouver des excuses pour ses nuits tardives, annonçant simplement qu'il travaillerait encore tard avec le même ton désinvolte qu'il utilisait pour mentionner qu'il devait passer au pressing. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir quand je suis rentré tôt d'une réunion avec un client pour trouver David au téléphone dans notre chambre. Porte fermée, voix basse et intime. « J'ai hâte de m'échapper de tout ça, disait-il. Juste toi et moi à Napa pour le week-end. Elle ne se doutera de rien. Elle, comme si j'étais un obstacle à contourner plutôt que la femme qu'il avait promis d'aimer et de chérir. Je me tenais devant la porte de notre chambre, écoutant mon mari planifier une escapade romantique avec une autre femme en utilisant l'argent de mon fonds en fiducie, et j'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, cela viendrait plus tard. C'était quelque chose de plus net, de plus concentré. C'était de la stratégie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible 6 mois plus tôt. J'allais laisser David détruire notre mariage selon son calendrier pendant que j'assurais l'avenir de mon entreprise. Puis, quand le moment serait parfait, je détruirais le sien. Les négociations du contrat Morrison entraient dans leur phase finale. Patricia Morrison avait accepté les termes et nous devions signer l'accord le 15 décembre. David était au courant du contrat, bien sûr. Il était impossible de cacher quelque chose d'aussi gros, mais il n'avait aucune idée de sa véritable importance. Il le voyait comme une autre victoire d'entreprise qui augmenterait nos revenus et financerait peut-être une plus belle maison de vacances. Il n'avait aucune idée que la signature de cet accord consoliderait ma position de PDG la plus prospère de l'histoire de Crawford & Associates. J'ai commencé à me préparer pour ce qui viendrait après la signature du contrat. J'ai rencontré mes avocats personnels, pas l'avocat de la famille que David et moi utilisions pour les affaires courantes. J'ai examiné l'accord prénuptial que nous avions signé avant notre mariage, celui sur lequel David avait insisté pour protéger nos deux intérêts. L'ironie était délicieuse. David avait insisté pour ce contrat de mariage parce qu'il supposait qu'il serait toujours le principal soutien de famille. Il stipulait clairement que tous les biens possédés avant le mariage resteraient des biens séparés et que tout héritage resterait au bénéficiaire initial. Crawford & Associates était mon héritage. La maison de ville de Bécon il était mon héritage. Même le portefeuille d'investissement que David gérait si soigneusement était construit sur la base de mon fonds en fiducie. Ce que David obtiendrait de notre divorce était exactement ce qu'il avait apporté à notre mariage. Son salaire, son 4 cents un cas, et les effets personnels qu'il pourrait prouver avoir achetés avec son propre argent. Avez-vous déjà dû sourire et prétendre que tout était normal tout en planifiant la chute de quelqu'un ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Novembre s'est transformé en décembre,
et Boston s'est transformé en un pays des merveilles hivernales qui semblait totalement en décalage avec la guerre froide menée dans mon mariage. La liaison de David s'était installée dans une routine si prévisible que j'aurais pu régler ma montre dessus. Les mardis et jeudis étaient des soirées de dîner avec des clients qui se terminaient vers minuit. Les samedis après-midi étaient des sessions de golf avec les gars qui duraient jusqu'au soir. Les dimanches matins étaient des séances de gym qui prenaient 3 heures et le laissaient sentir le parfum au lieu de la sueur. J'ai utilisé ces absences à mon avantage. Pendant que David courtisait sa maîtresse, j'ai finalisé chaque détail du contrat Morrison. J'ai coordonné avec notre équipe juridique, examiné les projections financières et préparé la cérémonie de signature qui allait tout changer. J'ai également rencontré le vieil ami de mon grand-père, Harrison Burke, qui était président du conseil d'administration de Crawford & Associates. Harrison avait été le partenaire commercial de mon grand-père pendant 40 ans et la seule personne qui connaissait toute l'étendue de mon héritage. « Tu es prête ?» a-t-il dit lors de notre dîner privé au Capital Grille. « Edmund serait fier de la femme que tu es devenue et de la dirigeante que tu es sur le point de te révéler. »« Je l'espère », ai-je répondu en coupant mon steak parfaitement préparé. « Je suis sur le point de faire des changements qui pourraient choquer les gens. » Harrison a souri, ses yeux pétillant de la même malice que je me souvenais des visites d'enfance au bureau. « Le choc est bon pour les affaires, Laura. Cela maintient l'attention des gens. » La signature du contrat Morrison était prévue pour le 15 décembre, exactement 10 jours avant Noël. Patricia Morrison arriverait de San Francisco avec son équipe pour la cérémonie, suivie d'un dîner de célébration au Four Seasons. David supposait qu'il serait invité au dîner en tant que mon époux. Je l'ai laissé supposer cela jusqu'au matin du 15, lorsque j'ai mentionné nonchalamment au petit déjeuner que les conjoints n'étaient pas inclus dans le dîner d'affaires. « Que veux-tu dire ?» a-t-il demandé, levant les yeux de son téléphone où il textait sans aucun doute Stéphanie. « C'est le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Bien sûr que les conjoints sont invités. »« Pas cette fois, » ai-je dit, en beurrant mon toast avec un calme délibéré. Patricia Morrison a spécifiquement demandé un petit dîner intime avec seulement les acteurs clés. Tu comprends? La vérité était que j'avais spécifiquement demandé le dîner intime. Je ne voulais David nulle part près de la célébration de mon plus grand triomphe professionnel. Il pouvait passer la soirée avec sa maîtresse pendant que je portais un toast à l'avenir de mon entreprise. Ce que David ne savait pas, c'est que son beau-père allait s'intéresser de très près au projet de vacances de son fils. La signature du contrat Morrison s'est déroulée sans le moindre accroc. Patricia Morrison est arrivée à nos bureaux de Newberry Street à 14 heures précises, a examiné les documents finaux avec son équipe juridique et a signé avec une envolée qui a fait battre mon cœur de triomphe. C'est le début d'un partenariat très rentable, a-t-elle dit, en me serrant la main avec la poignée ferme de quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien. J'ai hâte de travailler avec vous, Laura. En tant que vice-présidente principale des opérations, j'ai été créditée comme la négociatrice principale qui avait conclu l'affaire. Le communiqué de presse mentionnerait mon nom en bonne place. Le Boston Business Journal prévoyait déjà un article de fond sur les étoiles montantes qui avaient obtenu un contrat aussi important. Ce que le communiqué de presse ne mentionnerait pas, c'est que la PDG qui avait approuvé l'accord approuvait en fait l'avenir de sa propre entreprise. Cette révélation allait arriver, mais pas encore. Le dîner de célébration au Four Seasons était parfait. Patricia Morrison nous a régalé d'histoires sur ses débuts à la construction de Morrison Industries, et je me suis senti sincèrement inspiré par son parcours. Elle était partie de rien, avait tout construit grâce à sa détermination et à des prises de décision intelligentes, et ne s'était jamais excusée de son succès. La meilleure vengeance, m'a-t-elle dit au dessert, est toujours un succès massif. Souviens-toi de ça, Laura. Je m'en souviendrai. Je comptais dessus. Pendant ce temps, David a passé la soirée exactement là où je l'avais prédit, au Mandarin Oriental avec Stephanie Walsh. Je le savais parce que j'avais engagé un détective privé 2 semaines plus tôt, non pas pour des preuves de divorce, mais pour des munitions. Les photos étaient assez artistiques, en fait. David et Stephanie dans le bar de l'hôtel se tenant la main à une table éclairée à la bougie. David et Stephanie entrant ensemble dans l'ascenseur, sa main sur le bas de son dos. David et Stephanie à la fenêtre de l'hôtel, en silhouette contre les lumières de la ville. J'ai examiné les photos en sirotant du champagne dans ma suite du Four Seasons, ne ressentant qu'une froide satisfaction. David rendait tout cela tellement plus facile que nécessaire. Le lendemain matin,
je me suis réveillé avec un texto de David affirmant qu'il avait travaillé tard au bureau et s'était écrasé sur le canapé de son ami Mike pour éviter de rentrer fatigué. L'horodatage montrait qu'il l'avait envoyé à 7 heures du matin, vraisemblablement après avoir quitté le lit de Stéphanie. « Merci de m'avoir prévenu », ai-je répondu par texto. À ce soir. Nous devons discuter des plans pour Noël. Les plans pour Noël? C'était un euphémisme. Le 23 décembre est arrivé avec une tempête de neige qui a recouvert Boston d'un blanc immaculé, comme si la ville se préparait pour la représentation d'une vie. La famille de David passait toujours le réveillon de Noël ensemble chez ses parents à Wellesley, une tradition à laquelle j'avais participé pendant 6 ans. Cette année serait différente. Cette année, son père, Henry Parker, avait spécifiquement demandé que David amène quelqu'un de spécial à présenter à la famille. David supposait que Henry parlait de moi, mais je savais mieux. J'avais eu une conversation intéressante avec Henry Parker 2 jours plus tôt. Cela a commencé quand Henry a appelé le bureau de David pour chercher son fils, pour se faire dire que David était en réunion. Quand la secrétaire a mentionné que M. Parker avait appelé pour la 3e fois cette semaine pendant les réunions de David, j'ai proposé d'aider à localiser son fils. « Oh, Laura » avait dit Henry, semblant surpris de m'entendre. J'espérais que David pourrait amener cette jeune femme qu'il fréquente au dîner de Noël. Stéphanie, je crois que c'est son nom. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis désolé, a poursuivi Henry, réalisant clairement son erreur. Je supposais. David a mentionné qu'il sortait avec quelqu'un de son bureau. Je pensais que vous vous étiez peut-être séparés. Pas de séparation, avais-je répondu calmement. Mais je suis sûr que Stéphanie adorerait se joindre à votre célébration de Noël. J'en parlerai à David. Cette conversation m'avait donné la dernière pièce de mon puzzle. David n'avait pas seulement une liaison. Il présentait Stéphanie à sa famille, leur disant que nous étions séparés, préparant le terrain pour sa nouvelle relation. L'audace pure était presque admirable. Maintenant, alors que je me maquillais pour le dîner du réveillon de Noël, je ressentais la même concentration calme qui m'avait porté pendant les négociations Morrison. Chaque détail était planifié. Chaque mouvement était calculé. David est sorti de son placard, portant le costume Armani que je lui avais acheté pour son anniversaire. Ajustant sa cravate avec la confiance d'un homme qui croyait avoir réussi à tromper tout le monde autour de lui. « Prête pour un autre Noël passionnant en famille Parker ?» a-t-il demandé, tentant le sourire charmant qui avait autrefois fait battre mon cœur. Absolument, ai-je répondu, vérifiant mon reflet une dernière fois. J'ai le sentiment que ce sera un Noël que personne n'oubliera jamais. Alors que nous traversions les rues enneigées en direction de Wellesley, David parlait du travail, du temps, du fameux rôti de bœuf de sa mère. Conversation normale d'un homme qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. La maison de la famille Parker brillait de lumière chaude et de décorations de fête, ressemblant à une carte de Noël. Des voitures bordaient l'allée circulaire. Les suspects habituels, plus une BMW argentée inconnue. David s'est garé derrière la BMW et j'ai remarqué sa légère hésitation en reconnaissant la voiture. « Tout va bien ?» ai-je demandé innocemment. « Très bien », a-t-il dit rapidement. J'ai juste cru reconnaître cette voiture. Je suis sûr qu'il l'a reconnue. Après tout, il avait probablement été passager dedans très récemment. Nous avons monté les marches du perron ensemble, la main de David sur mon coude dans un geste de soutien marital. Il n'avait aucune idée qu'il m'escortait à la représentation la plus importante de ma vie. La maison de la famille Parker bourdonnait de cette sorte de joie de Noël forcée qui ne vient que des gens qui se voient 2 fois par an et prétendent que cela leur plaît. La mère de David, Margaret, nous a accueillis à la porte avec des bises en l'air et le sourire acéré d'une femme qui avait perfectionné l'art d'avoir l'air accueillante tout en calculant votre valeur nette. « Laura, chérie, tu es magnifique », a-t-elle dit, bien que ses yeux balayaient déjà la pièce derrière nous. « David, ton père veut te voir dans son bureau. » Quelque chose à propos de présenter quelqu'un de spécial à la famille. J'ai senti David se tendre à côté de moi, mais son sourire n'a jamais faibli. J'irai le trouver dans 1 minute. Maman, laisse-moi d'abord installer Laura. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ai-je dit doucement. Je vais juste me mêler aux autres. Tu sais à quel point j'aime les réunions de famille. Le salon était décoré avec l'élégance excessive caractéristique de Margaret. Assez d'or et de cristal pour financer la célébration de Noël d'un petit pays.
Les frères et sœurs de David et leurs conjoints se regroupaient autour de la cheminée, verre de vin à la main, discutant des prix de l'immobilier et des réussites de leurs enfants dans les écoles privées. Et là, debout près de l'arbre de Noël comme si elle avait été placée là par un décorateur, se trouvait Stephanie Walsh. Elle ressemblait exactement à sa photo d'employée, sauf que ce soir, elle avait troqué sa tenue de travail pour une robe rouge qui criait « Je rencontre les parents ». Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et elle portait le sourire nerveux de quelqu'un qui essaie très fort de faire bonne impression. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme de son petit ami se tenait à 6 mètres de là, la regardant ajuster les décorations de l'arbre de Noël d'une autre famille. David ne l'avait pas encore remarqué. Il était trop occupé à être accaparé par son beau-frère à propos d'une opportunité d'investissement. Mais j'ai pu voir le moment exact où la prise de conscience est apparue sur son visage. Son teint est passé du rose des fêtes au blanc papier en l'espace d'un battement de cœur. « Laura » a-t-il dit rapidement, apparaissant à mon coude avec la vitesse de quelqu'un essayant d'empêcher une catastrophe nucléaire. « Peut-être devrions-nous aller dire bonjour à l'oncle Robert. Il demandait de tes nouvelles tout à l'heure. » « Dans une minute » ai-je répondu, en prenant une gorgée de l'excellent vin que quelqu'un m'avait mis dans la main. « Je veux d'abord rencontrer l'invité spécial de ton père. » J'ai traversé la pièce avec la démarche assurée d'une femme qui possédait tout ce qui se trouvait en vue, y compris le mari de la maîtresse qui essayait de se fondre dans les décorations de Noël. « Bonjour » ai-je dit à Stephanie, en lui tendant la main avec une chaleur sincère. « Je suis Laura Parker, la femme de David. Vous devez être la personne spéciale dont Henry a parlé. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. » Le regard qui a traversé le visage de Stephanie valait chaque nuit blanche que j'avais passée à planifier ce moment. Une panique pure et non diluée, mêlée à la prise de conscience que son fantasme soigneusement construit était sur le point de s'effondrer autour de sa tête parfaitement coiffée. Balbutia Stephanie, son verre de vin tremblant dans sa main. Je pense qu'il y a eu une confusion. Oh, j'en doute, dis-je agréablement. Henry a spécifiquement mentionné que la petite amie de David nous rejoindrait ce soir. Ce serait vous, n'est-ce pas? Avant que Stephanie ne puisse répondre, Henry Parker est apparu à côté de nous avec la voix tonitruante d'un homme habitué à commander l'attention lors des réunions de famille. « Ah, Laura » a-t-il dit, en me serrant dans ses bras d'une manière qui suggérait qu'il n'avait aucune idée que son fils lui mentait depuis des mois. « Je vois que tu as rencontré Stephanie. David nous a tant parlé d'elle. » Vraiment? Me suis-je retourné pour regarder David, qui était passé du blanc à une intéressante nuance de vert. Comme c'est attentionné de sa part de partager, a poursuivi Henry, ignorant les courants sous-jacents qui tourbillonnaient autour de son arbre de Noël. Stephanie nous parlait justement de son poste chez Crawford & Associates. Assez impressionnant pour quelqu'un de si jeune. Oui, ai-je convenu. J'imagine que la comptabilité peut être un travail très intime, surtout quand on travaille si étroitement avec des cadres mariés. Les mots flottaient dans l'air comme des stalactites prêtes à tomber. Margaret Parker s'est matérialisée au coude de son mari avec le timing surnaturel d'une femme qui sentait un drame se développer dans son salon. « Est-ce que tout va bien ici ?» a-t-elle demandé, son radar d'hôtesse détectant le changement de pression atmosphérique. « Tout est parfait, ai-je dit, en maintenant mon sourire éclatant. J'apprenais juste des choses sur les relations professionnelles de David. C'est fascinant de voir à quel point il accorde une attention personnelle aux membres du personnel junior. David a finalement retrouvé sa voix. Laura, peut-être pourrions-nous. Pourrions quoi? Ai-je interrompu, mon ton toujours mielleux, mais avec un tranchant assez aiguisé pour couper du verre. Avoir une conversation privée sur tes habitudes de travail. Oh, je pense que c'est exactement le bon moment et le bon endroit pour cette discussion. Stephanie était devenue complètement silencieuse, s'agrippant à son verre de vin comme à une bouée de sauvetage tout en regardant la dynamique familiale qu'elle avait tenté d'infiltrer se révéler bien plus compliquée que ce que David lui avait laissé croire. Henry avait l'air confus. Margaret avait l'air méfiante. Et David ressemblait à un homme debout sur le pont du Titanic, regardant l'iceberg approcher sans aucun endroit où fuir. En fait, ai-je poursuivi, en me retournant vers Stephanie avec une nouvelle vivacité. Je suis curieuse de quelque chose. Quand David vous a dit que sa femme ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il amène sa petite amie au Noël familial, l'avez-vous vraiment cru ou vous en fichiez-vous tout simplement?
Le silence qui a suivi ma question était si complet que je pouvais entendre les chants de Noël jouer doucement en arrière-plan et le craquement subtil du monde soigneusement construit de David qui commençait à se fracturer. Stéphanie a posé son verre de vin avec des mains tremblantes. « Je pense que je devrais y aller », a-t-elle murmuré. « Oh, ne partez pas à cause de moi », ai-je dit gracieusement. Nous commençons tout juste à nous connaître. De plus, j'ai une nouvelle excitante à partager avec tout le monde. Et puisque vous êtes pratiquement de la famille maintenant. Margaret Parker avait développé l'expression aux yeux perçants d'une femme qui réalisait que son dîner de Noël était sur le point de devenir un champ de bataille. Peut-être devrions-nous déplacer cette conversation dans un endroit plus privé. Pas besoin, ai-je répondu. C'est en fait le moment parfait. Vous voyez, j'ai une annonce qui concerne tout le monde ici. J'ai sorti de mon sac à main une enveloppe que je portais depuis des semaines, attendant exactement ce moment. L'enveloppe contenait des documents qui allaient tout changer. Mais d'abord, je voulais savourer le regard de panique croissante sur le visage de David. Vous connaissez tous le contrat de Morrison Industries, bien sûr. Celui que j'ai négocié pour Crawford & Associates, 37 millions d'euros sur 5 ans. Henry a hoché la tête avec approbation. Une belle réussite pour quelqu'un de ton âge. Laura, David nous a dit à quel point il est fier de ton succès dans l'entreprise. Je suis sûr qu'il l'a fait, ai-je dit, mon sourire devenant plus acéré. Ce que David n'a peut-être pas mentionné, c'est exactement ce que mon succès signifie pour l'avenir financier de notre famille. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti le premier document. Mes certificats d'action, fraîchement mis à jour après la signature du contrat Morrison. Vous voyez, Crawford & Associates n'est pas seulement mon employeur. C'est mon héritage. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la neige tomber contre les fenêtres. Mon grand-père, Edmund Crawford, m'a laissé une participation majoritaire dans l'entreprise quand j'ai eu 25 ans. Je la dirige depuis 2 ans, laissant tout le monde supposer que j'étais juste une autre cadre gravissant les échelons. Le visage de David avait dépassé le vert pour atteindre une teinte que je n'avais jamais vue auparavant. Stéphanie avait l'air de calculer la distance jusqu'à la porte d'entrée. Ce que cela signifie, ai-je continué, en savourant chaque seconde de leur horreur grandissante. C'est que le contrat Morrison n'est pas seulement une victoire professionnelle. C'est le moment où j'ai assuré l'avenir de mon entreprise et ma fortune personnelle pour les décennies à venir. Margaret Parker a retrouvé sa voix la première. Ton entreprise. Mon entreprise, ai-je confirmé, ce qui rend certaines décisions récentes concernant le personnel plutôt intéressantes. J'ai sorti le deuxième document, le contrat de mariage que David avait insisté pour que nous signions avant notre mariage. C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. David était si soucieux de protéger ses actifs qu'il a insisté sur une séparation à toute épreuve des richesses héritées. Henry regardait son fils avec une compréhension naissante. David, de quoi parle-t-elle? Selon notre contrat de mariage, ai-je expliqué serviablement. Tous les actifs que j'ai hérités avant le mariage restent uniquement les miens, ce qui signifie que Crawford & Associates, la maison de ville de Bécon et le portefeuille d'investissement m'appartiennent exclusivement. Je me suis tourné vers Stéphanie avec une fausse sympathie. J'espère que vous ne comptiez pas vous marier pour l'argent, ma chérie. Parce que quand David et moi divorcerons, il repartira avec exactement ce qu'il a apporté à notre mariage, son salaire et son 4 cents un cas. C'est à ce moment-là que le verre de vin de Stéphanie a glissé de ses doigts engourdis et s'est brisé contre le sol en marbre italien importé de Margaret Parker. Le bruit du cristal brisé a semblé rompre le sort qui avait maintenu la pièce figée. Stéphanie a regardé le vin s'étaler sur le marbre comme du sang, son visage reflétant la même expression brisée que le verre à ses pieds. « Ça ne peut pas arriver », a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Oh, mais si », ai-je dit en sortant mon téléphone. En fait, ça s'améliore. David, veux-tu parler à ta famille des papiers du divorce, ou devrais-je le faire? David a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. Laura, arrête. On peut arranger ça. C'est entre nous. Vraiment? Ai-je demandé, en inclinant la tête avec une fausse confusion. Parce qu'il me semble que lorsque tu as amené ta maîtresse au dîner de Noël de tes parents, tu en as fait l'affaire de tout le monde. Margaret Parker était devenue complètement rigide. Son éducation d'hôtesse luttant contre son désir de jeter quelque chose de cher sur son fils. David Thomas Parker. Que as-tu fait?
Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que ça semble être, ai-je interrompu. David a une liaison avec Stéphanie depuis des mois. Il dit à sa famille que nous sommes séparés tout en me disant qu'il travaille tard. Il vous l'a même présenté comme sa petite amie. Le visage d'Henry Parker était devenu d'un rouge alarmant. Tu as amené ta maîtresse à notre Noël familial. Alors que tu es marié à Laura. Stéphanie a finalement retrouvé sa voix. Il m'a dit qu'ils allaient divorcer. Il a dit que tu savais pour nous. Et tu l'as cru, a sèchement répliqué Margaret. N'as-tu pas remarqué l'alliance à son doigt? Les photos de mariage partout dans leur maison. Quelle maison? La voix de Stéphanie devenait de plus en plus aiguë à chaque mot. Il a dit qu'il la vendait dans le cadre du règlement du divorce. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. J'ai réellement ri aux éclats de l'absurdité des mensonges de David qui se dénouaient en temps réel. La maison n'est pas à vendre, ai-je expliqué à la pauvre Stéphanie pleine d'illusions. C'était aussi mon héritage. David déménagera, mais je resterai exactement où je suis. David a fait une dernière tentative désespérée de limiter les dégâts. Laura, s'il te plaît, nous pouvons discuter de ça en privé. Ne fais pas ça ici. Pas le soir de Noël. Le soir de Noël me semblait le moment parfait, ai-je répondu. Après tout, c'est une nuit pour les miracles, et je dirais que découvrir exactement ce que mon mari a fait en est un. Je me suis retourné vers Stéphanie, qui avait l'air de se demander si elle pouvait passer par la fenêtre. Dites-moi, quand David vous a promis que vous prendriez ma place dans l'entreprise, a-t-il mentionné que cela exigerait que je me licencie de ma propre entreprise? C'est à ce moment-là que Stéphanie a complètement perdu les pédales. Espèce de menteur, a-t-elle crié à David, son calme soigneusement entretenu s'évaporant entièrement. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Tu as dit qu'elle serait partie d'ici Noël et que nous pourrions commencer notre vie ensemble. Stéphanie, s'il te plaît. David a tendu la main vers son bras, mais elle s'est dégagée comme s'il avait essayé de la marquer au fer rouge. Ne me touche pas. J'ai quitté mon emploi pour toi. J'ai refusé d'autres opportunités parce que tu m'as promis le poste de ta femme. La pièce a éclaté en chaos. Henry criait à David à propos de l'honneur de la famille. Margaret exigeait des explications tout en essayant simultanément de nettoyer la tache de vin. Les frères et sœurs de David étaient sortis de l'endroit où ils se cachaient pour assister à la destruction spectaculaire du mariage de leur frère. Et Stéphanie. Stéphanie a attrapé son sac à main, a regardé autour de la pièce avec les yeux hagards de quelqu'un dont tout l'avenir venait de s'évaporer et a porté le coup de grâce. Vous êtes tous fous. A-t-elle crié. David, tu es pathétique et ta famille est folle. Je ne veux plus jamais revoir aucun d'entre vous. Elle s'est dirigée d'un pas rageur vers la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Et Laura, j'espère que vous lui prendrez tout ce qu'il a. La porte d'entrée a claqué si fort qu'elle a fait trembler les décorations de Noël. Le silence qui a suivi la sortie dramatique de Stéphanie était différent d'avant, plus lourd, plus définitif. Ce n'était pas la pause avant la tempête. C'étaient les conséquences, quand tout le monde évalue les dégâts et réalise que rien ne sera plus jamais pareil. David se tenait au milieu du salon de ses parents, ressemblant à un homme qui venait de voir toute sa vie imploser en l'espace de 20 minutes, ce qui, pour être juste, était exactement ce qui s'était passé. Eh bien, ai-je dit, brisant le silence avec une gaieté délibérée. C'était divertissant. Margaret, devrais-je vous aider à nettoyer ce vin? N'ose même pas. A sèchement répliqué Margaret, mais pas à moi. Sa fureur était entièrement dirigée contre son fils. David, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu humilier Laura comme ça? Humilier notre famille comme ça? Henry Parker avait dépassé la colère au visage rouge pour entrer dans le territoire de la déception froide et calculée, ce qui était en quelque sorte pire que de crier. 43 ans et tu te faufiles comme un adolescent. Amener cette femme chez nous, mentir à ta femme, nous mentir. Papa, si tu me laissais juste expliquer. Expliquer quoi? La voix d'Henry aurait pu geler la rivière Charles. Que tu as trompé la femme qui possède l'entreprise qui paie ton salaire. Que tu as menti à tous ceux qui te faisaient confiance. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes contacts. En fait, puisque nous sommes tous réunis, cela semble être le moment idéal pour appeler mon avocat. Les papiers du divorce devraient être prêts à être livrés demain matin.
Demain? La voix de David s'est brisée. C'est le jour de Noël. Les huissiers de justice ne prennent pas de vacances, ai-je répondu, en composant rapidement le numéro que j'avais mémorisé des semaines auparavant. Harrison, c'est Laura. Oui, je sais que c'est le réveillon de Noël. Nous allons de l'avant avec tout ce dont nous avons discuté, dès demain matin. J'ai raccroché et j'ai souri à la famille Parker assemblée. Mon avocat livrera les papiers du divorce au bureau de David demain, ainsi qu'une notification de la fin de son emploi chez Crawford & Associates, avec effet immédiat. La couleur a quitté le visage de David si rapidement que j'ai craint qu'il ne s'évanouisse sur le tapis blanc immaculé de sa mère. Tu ne peux pas me virer. J'ai des droits. J'ai des contrats. Tu as un contrat de travail à volonté, ai-je corrigé. Ce qui signifie que je peux te licencier pour n'importe quelle raison ou sans raison du tout. Mais l'infidélité avec une subordonnée semble être une excellente cause, ne penses-tu pas? Margaret s'est affalée dans son fauteuil antique comme une femme qui avait vieilli de 10 ans en une heure. David, qu'as-tu fait à cette famille? C'est à ce moment-là que toutes les implications ont semblé frapper Henry Parker. Attends, si Laura te licencie? Si elle divorce de toi, qu'en est-il de notre plan de retraite? J'ai presque eu pitié de David alors que la compréhension se dessinait dans les yeux de son père. Henry et Margaret Parker comptaient sur leur fils prospère pour compléter leur retraite, aider avec l'hypothèque de leur coûteuse maison de Wellesley, maintenir leur adhésion au country club. Je crains que les perspectives financières de David ne soient sur le point de changer radicalement, ai-je dit doucement. Le contrat de mariage est très clair sur la division des biens. Il aura droit aux allocations de chômage, bien sûr. David a finalement explosé. Espèce de rancunière. Tu as tout planifié. La pièce est devenue silencieuse. Même les chants de Noël semblaient s'être arrêtés. Je me suis levé lentement, posant mon verre de vin avec une précision délibérée. Quand j'ai parlé, ma voix était calme, mais portait l'autorité indubitable de quelqu'un qui venait de se souvenir exactement du pouvoir qu'elle détenait. Rancunière, ai-je répété. David, j'ai négocié le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise pendant que tu planifiais des escapades romantiques avec ta maîtresse. J'ai assuré notre avenir financier pendant que tu mentais à nos deux familles. J'ai maintenu ma dignité et mon sang-froid pendant que tu te ridiculisais avec une femme de la moitié de ton âge. J'ai pris mon sac à main et mon manteau. La seule chose rancunière que j'ai faite est de te donner exactement ce que tu as demandé, la liberté de notre mariage. Malheureusement pour toi, cette liberté vient sans mon argent, mon entreprise, ou ma maison. Je me suis tourné vers Henry et Margaret qui regardaient leur fils comme s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Merci pour 6 ans de merveilleuses célébrations de Noël. Je chérirai toujours les souvenirs du temps où David et moi étions heureux. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu David m'appeler une dernière fois. Laura, attends. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je me suis retourné pour le regarder. Le regarder vraiment. Pour ce que je savais être la dernière fois. David, la seule chose de brisée ici est ta capacité à dire la vérité. Tout le reste fonctionne exactement comme il se doit. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un léger déclic, et je suis sorti dans la nuit enneigée du réveillon de Noël, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le matin de Noël est arrivé avec un soleil éclatant qui donnait à la ville enneigée des allures de carte postale. Je me suis réveillé dans ma maison de ville de Beacon Hill, ma maison, je me suis fait un café avec des grains que j'avais réellement choisis. Et j'ai ouvert le Wall Street Journal pour voir un petit article sur le contrat de Morrison Industries qui mentionnait mon nom comme négociatrice principale. À midi, les papiers du divorce avaient été livrés au bureau de David, ainsi que la lettre de licenciement et les instructions pour retourner tous les biens de l'entreprise. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages depuis le lever du soleil, certains de David. La plupart d'amis qui avaient appris par le réseau social interconnecté de Boston que le mariage des Parker était terminé. Je les ai tous ignorés, sauf un. Laura, la voix appartenait à Patricia Morrison, PDG de Morrison Industries. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle le jour de Noël. J'ai entendu dire que vous traversez des changements personnels. Les nouvelles vont vite, ai-je dit, en m'installant dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre donnant sur le jardin public. C'est le cas quand on est une femme d'affaires prospère, a répondu Patricia. Je voulais que vous sachiez que les développements d'hier ne changent rien à notre contrat ou à mon respect pour vos capacités professionnelles.
J'apprécie cela plus que vous ne l'imaginez. En fait, j'appelle avec une proposition. Morrison Industries étend ses opérations sur la côte est, et nous avons besoin d'une consultante stratégique pour la transition. Quelqu'un qui comprend à la fois le paysage des affaires et comment naviguer dans des relations d'entreprise complexes. Je me suis surprise à sourire. Vous m'offrez un emploi? Patricia, je vous offre une opportunité. Le contrat vaudrait plus que le salaire annuel de votre ex-mari, et il vous établirait comme une consultante indépendante, séparée de Crawford & Associates. L'ironie était parfaite. David avait tout jeté pour un avenir fantasmé avec une femme qui s'était révélée plus intéressée par son argent que par son charme. Pendant ce temps, sa trahison m'avait libéré pour poursuivre des opportunités que je n'avais jamais envisagées en jouant le rôle d'épouse dévouée. Je suis très intéressé, ai-je dit à Patricia. Quand commençons-nous? 2 semaines plus tard, je faisais la couverture du Boston Business Journal en tant que cadre de l'année, une reconnaissance qui s'accompagnait d'invitations à prendre la parole lors de conférences. À siéger à des conseils d'administration d'organismes à but non lucratif et à consulter d'autres entreprises confrontées à des transitions majeures. David, quant à lui, était retourné vivre chez ses parents après avoir été incapable de payer un loyer avec ses allocations de chômage. Selon des amis communs, il avait essayé d'appeler Stéphanie pour découvrir qu'elle avait pris un emploi en Californie et bloqué son numéro. Je l'ai croisé une fois, 6 mois après la finalisation du divorce, dans un café de Back Bay. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, portant un costume qui avait connu des jours meilleurs et affichant la posture défaite d'un homme qui avait tout misé et tout perdu. « Laura » a-t-il dit quand il m'a vu au comptoir. « Tu as l'air bien. »« Merci » ai-je répondu, en le pensant sincèrement. J'avais l'air bien. Je me sentais bien. Pour la première fois depuis des années, je vivais de manière authentique au lieu de jouer le rôle de la femme de quelqu'un d'autre. J'ai entendu parler du projet d'expansion de Morrison. Félicitations. Merci, ai-je répété. Puis, parce que je n'étais pas cruel malgré tout ce qu'il avait fait, j'ai ajouté, « Comment vas-tu, David ?» Il a haussé les épaules. J'essaie encore de comprendre. Je commence un nouveau travail la semaine prochaine, directeur régional des ventes pour une société de logiciels. C'était un pas en arrière significatif par rapport à son poste précédent, mais c'était un travail honnête, et c'est peut-être ce dont il avait besoin. Je suis contente, ai-je dit, et je le pensais. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi. En partant avec mon café, j'ai réalisé que je ne ressentais rien pour David Parker, sauf une légère tristesse pour le temps que nous avions perdu à prétendre être quelque chose que nous n'étions pas. Il m'avait appris une leçon inestimable sur la différence entre construire une vie avec quelqu'un et construire une performance d'une vie. 6 mois plus tard, j'ai acheté une petite maison sur le Cap. Rien d'extravagant, juste un cottage où je pouvais écrire, réfléchir et regarder l'océan. Patricia Morrison était devenue non seulement une cliente, mais aussi un mentor, me présentant à d'autres femmes prospères qui avaient bâti des empires grâce à leur intelligence et leur détermination. Je dînais avec l'une de ces femmes, une capital risqueur nommée Sarah Chen, qui avait lancé 3 entreprises prospères, quand elle m'a posé la question à laquelle il m'avait fallu 2 ans pour répondre. Regrettez-vous parfois la façon dont ça s'est terminé avec votre mari? J'ai considéré la question sérieusement, en regardant le port de Boston depuis les fenêtres du restaurant au bord de l'eau. Je regrette qu'il ait ressenti le besoin de mentir au lieu d'être honnête sur ce qu'il voulait. Je regrette que nous ayons perdu du temps à essayer de réparer quelque chose qui était fondamentalement brisé. Mais regrettez-vous de l'avoir exposé comme vous l'avez fait? J'ai souri, en pensant au réveillon de Noël il y a 2 ans, au visage horrifié de Stéphanie et à la chute spectaculaire de David. Non, il a fait ses choix et je me suis simplement assuré qu'il en affronte les conséquences. La meilleure chose que j'ai jamais faite a été d'arrêter de prétendre que sa trahison était de ma faute. Sarah a levé son verre. Aux femmes qui refusent d'accepter moins que ce qu'elles méritent. Aux femmes qui connaissent leur valeur, ai-je répondu, et qui n'ont pas peur de l'exiger. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa force dans des endroits inattendus. N'oubliez pas, parfois la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre et de vivre de manière authentique. Merci de votre écoute et à la rédaction de votre propre retour en force.